La conférence d'aujourd'hui démarre à Saint-Laurent-Blangy chez Monsieur Georges, qui est présent à la table, donc, qui est un citoyen immercurien qui, un jour ou l'autre, dépose un dossier en mairie. Moi, en ma qualité d'adjoint au maire, je lui signe une autorisation de travaux pour qu'il puisse faire son extension de sa maison. Et en faisant les terrassements, il découvre des ossements. Et bon, la suite, je ne vais pas plus loin, c'est lui qui va l'expliquer. À côté de Jean-Christophe Georges, on a Jean-Luc Leteau Duclos, donc, qui est notre historien local, qui est président du CERI, qui a été, ouais, maintenant, qui est toujours aux manettes au niveau du CERI, qui viendra compléter les propos de Jean-Christophe. Et on a le plaisir aussi d'accueillir Alain Jacques, qui est archéologue à la ville d'Arras, et puis qui a eu l'honneur de faire ses fouilles archéologiques sur le site. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais dérouler quelques cartes pour replacer la mort de ces 4 soldats dans le contexte général de la Grande Guerre. Alors sur cette carte, on voit les positions des armées allemandes, donc ici en rouge, donc ils sont le long de la frontière belge. Alors ils ont déjà, à ce moment-là, ils ont déjà envahi le Luxembourg. On a également donc les troupes françaises et britanniques, qui sont eux aussi sur la frontière belge, mais au sud-ouest. En 1905, les Allemands avaient adopté le plan Schlieffen. Alors on peut voir sur cette carte ce que ce plan prévoyait. Donc les armées allemandes devaient, par une sorte de grand coup de faux, à travers la Belgique, puis le nord de la France, repousser les armées alliées vers la Marne. La première armée allemande, celle qui est la plus au nord, devait passer au nord d'Arras, puis descendre à travers le nord de la France pour venir contourner Paris, pour prendre à revers les armées alliées. Alors le 2 août 1914, l'armée allemande envahit le Luxembourg. Le 3, les Allemands commencent l'invasion de la Belgique. Jusqu'au 23 août, les batailles ont lieu en Belgique, puis sur les frontières. Pour cette seconde phase, c'est ce qu'on appelle tout simplement la bataille des frontières. Donc le 24, sous la poussée des armées allemandes, le commandement français ordonne la retraite générale vers le sud de tous les soldats combattant en Belgique. Les Alliés parviennent toutefois à se replier en bon ordre et à garder un front uni. On l'a vu tout à l'heure, la première armée allemande du général von Kluck devait passer au nord d'Arras. Or, il s'avère qu'on lui a retiré un certain nombre de divisions pour les envoyer sur le front de l'Est, diminuant ainsi sa capacité à couvrir un front suffisamment large pour répondre au plan Schlieffen. C'est pour cette raison qu'elle a dû passer au sud d'Arras. Non seulement von Kluck n'a pas pris Arras, mais il n'a pas non plus réussi à contourner Paris par l'ouest. Car pour boucher la brèche de 50 km qui s'est formée entre la première et la deuxième armée, donc entre ces deux armées-là, von Kluck au départ voulait donc s'éloigner pour pouvoir passer, mais il s'est rapidement aperçu qu'entre les deux armées, il y avait une brèche très importante. Donc il a dû, pour cette raison, il a dû faire une conversion vers le sud-est. C'est-à-dire qu'il a dû plonger vers le sud-est. Au lieu de contourner Paris, il est passé au nord. Cette conversion, si elle rapproche les deux armées, a l'inconvénient de présenter le flanc droit de la première armée allemande à la 6e armée française qui défend Paris. L'état-major français saisit alors cette occasion pour lancer une contre-offensive qui aura pour conséquence de forcer la première armée allemande à se replier vers le nord et par effet domino celui de la 2e armée, puis de la 3e et ainsi de suite. En fait, toutes les armées ici, elles vont en même temps remonter, parce que si elles ne remontent pas, forcément, elles ont leur flanc droit qui est face à l'ennemi, et là c'est la grosse catastrophe pour eux. Du 5 au 12 septembre, c'est donc la bataille de la Marne, au cours de laquelle les Alliés vont repousser les Allemands vers le nord. Donc là, on a les armées alliées qui sont ici, en bleu et en vert. Donc elles repoussent progressivement la première, deuxième, troisième, quatrième et 5e armée vers le nord, et en fait vers l'Aisne. Donc les armées allemandes se replient alors sur l'Aisne, où elles parviennent à stabiliser le front. Les deux armées ennemies vont alors tenter de se déborder par le nord, c'est ce qu'on appelle la course à la mer. En fait, là, on voit la stabilisation du front sur une grande longueur jusqu'à la Suisse. Donc par des mouvements alternatifs, elles vont progressivement remonter vers le nord,
et vont atteindre la mer du Nord le 17 novembre 1914. C'est la fin de la course à la mer. Le front, qui est maintenant figé, s'étend sur 700 km de la mer du Nord à la Suisse. Alors là, nous revenons au 30 septembre 1914, donc justement pendant la course à la mer. C'est la date où arrive la division Barbeau sur Arras. Elle vient des Vosges, où elle a combattu au col de la Chipote. Elle est composée du 97e et du 151e régiment d'infanterie et du 57e et 61e bataillon de chasseurs à pied. Elle fait partie du 10e corps d'armée, de la 10e armée du général de Mauduit. Dès le 1er octobre, la division reçoit l'ordre de se rendre sur la ligne Montchilpreux-Rancourt, ici, où sont signalés les Allemands qui arrivent de Cambrai. À peine arrivés dans ces villages, les Alpins se trouvent sur le feu de la 8e division prussienne, ce qui les oblige à se replier vers Arras. Du 2 au 6 octobre, la division Barbeau, malgré les pertes sévères, recule en bon ordre jusque sur l'axe Borin-Blangy. Le 7 octobre, la division bascule au nord de la Scarpe et se repositionne entre Saint-Laurent et Roclincourt. Les Allemands, quant à eux, occupent la voie ferrée située à l'est de Saint-Laurent. Et il s'agit de la première division bavaroise de réserve, qui est composée du 1er régiment, 2e et 12e régiment d'infanterie de réserve bavarois. Alors il y a le 3e également, mais il est beaucoup plus au nord. Donc les combats étaient rudes pendant ces premiers jours d'octobre, et les Allemands ont besoin de reconstituer leurs forces et de se rapprocher, leur artillerie lourde avant de prononcer un nouvel assaut des lignes françaises. Alors évidemment, ils ont combattu là, pendant plusieurs semaines, voire des mois. Donc quand ils arrivent sur Saint-Laurent, ils sont totalement épuisés. Il faut ramener les hommes, il faut reconstituer les réserves d'obus, donc ils ne peuvent plus attaquer immédiatement. Ce n'est donc que le 21 octobre qu'ils lancent leurs troupes sur les positions françaises. En 3 jours, ils parviendront à repousser les hommes du 159e jusqu'à l'ouest de la rue Estenkochi. Avant d'aller plus loin, je vais vous présenter une série de photos qui illustrent justement l'avancée des Allemands dans Saint-Laurent depuis la voie ferrée, le long de la rue d'Atty, de la rue Henri Barbus et de la rue de Versailles. Là, c'est une photo qui est prise rue d'Atty. On est entre... Comment ? Ouais, on est entre le pont de la voie ferrée, sur la rue d'Atty, et le rond-point, un peu plus bas. Alors, la ferme d'Hervin se trouve sur la gauche. Alors, on ne la voit pas pour la simple et bonne raison qu'avant la guerre 14, cette ferme était beaucoup plus bas qu'elle ne l'est actuellement. Maintenant, elle a été ramenée, en fait, si on prend la photo maintenant, c'est ce que je vais vous montrer, on voit justement la ferme qui est ici à droite. Donc on avance de quelques centaines de mètres. Donc nous sommes ici rue Henri Barbus, devant le château d'Imercourt, qui se trouve à notre gauche. Sur la droite, on a la rue Paulan. On a 3 soldats allemands qui ont été tués justement pendant ces journées d'octobre. Donc là, on les identifie par l'équipement, les bottes, également la gamelle qui est caractéristique de cette armée. On pense que les soldats ont été tués par une rafale de mitrailleuses. Cette mitrailleuse est installée dans le clocher de l'église de Saint-Laurent, qui se situe à peu près à l'école Langlais. Alors ça peut paraître un peu loin, mais les mitrailleuses à l'époque pouvaient tirer à peu près jusqu'à 500 mètres. Donc c'est tout à fait possible. Donc voilà l'endroit actuel où se trouvaient les soldats. Donc ils étaient ici sur la droite. Là on avance d'une centaine de mètres. Alors on est là, place Victor Hugo, sur la gauche. La rue Paulan, elle est un petit peu avant nous, on ne la voit pas, mais elle est ici sur la droite. Et la rue de Versailles qui démarre. Alors ici, ce qu'on peut constater, c'est que peu de maisons ont été touchées par les bombardements. On en a mis ici sur la droite, mais tout le reste est à peu près encore en bon état. Alors on est au tout début de la guerre pour Saint-Laurent. On est en octobre, il n'y a pas eu de gros bombardements intensifs. Donc là, on retrouve à peu près le même endroit. Donc les 2 Allemands se trouvaient ici, place Victor Hugo, la rue Paulan et la rue Versailles. On arrive au niveau de l'école Langlais. L'école Langlais se trouve maintenant ici, à la place de l'église. Et l'église se trouve, le clocher se trouve à peu près à l'entrée de l'école Langlais, mais sur la gauche, où il y a la maison de l'ancien instituteur. Donc là, c'est une photo juste avant-guerre, où on voit les enfants de Saint-Laurent. Donc là, une photo qui est prise au même endroit. L'église est juste ici à notre gauche.
Là, donc, ce sont des soldats et des officiers du 1er régiment d'infanterie de réserve bavarois. Donc, ce sont des gens qui viennent du côté de Munich, et qui ont installé dans cette maison, alors ça c'est le document qui est indiqué, un PC de bataillon. Donc ben voilà l'endroit où se trouve l'église. Donc le clocher se trouve exactement à l'endroit où il y a l'habitation des instituteurs ici, donc la rue de Cherf, et le PC de bataillon se trouve à peu près à cet endroit. Donc on termine sur un cliché qui est pris rue de Versailles. On est juste après l'école. Sur la droite, ici, donc c'est la rue Pasteur qui remonte sur la droite. Et là, on a également des officiers, toujours du même régiment, et quelques soldats. Donc voilà l'endroit. La maison détruite, elle se trouve ici, avec la rue Pasteur. Alors, on n'a pas de vue plus en avant, évidemment, parce qu'évidemment, dès qu'on arrive sur le bout, là-bas de Saint-Laurent, là, c'est déjà limite. On arrive dans les lignes françaises, qui sont après la rue Estienne-Cauchy. Donc là, il est très dangereux d'avancer plus loin pour faire des photos. Alors maintenant, nous allons vous projeter un petit film, témoignage de Patrick Lemaître, président de l'association Souvenirs et Sauvegarde Militaire, qui a participé à l'hommage des 4 soldats du 22 octobre 2022 à Saint-Laurent. On vient de Briançon, mon association s'appelle Souvenirs, Sauvegarde et Histoire Militaire, et nos recherches et notre thème de collection, puisque la majorité de mes camarades sont collectionneurs ou passionnés d'histoire, c'est bien sûr le 159e régiment d'infanterie alpine, dit le régiment de la neige. Alors ce régiment, en 1914, quel est son parcours? Alors en 1914, le régiment ne partira que dans la nuit du 14 au 15 août. À la mobilisation, le 2 août 14, le régiment va rester sur les crêtes de frontière entre la France et l'Italie. L'Italie n'a toujours pas déclaré sa neutralité, donc toutes les troupes qui sont basées sur Briançon, sur les crêtes de frontière, ne quitteront simplement les Hautes-Alpes qu'une fois l'Italie ayant pris l'engagement sur sa neutralité auprès de la France. Alors son parcours, tout de suite, ça va être partir sur l'Alsace. Sur l'Alsace, le baptême du feu du 15-9, au sud d'Alkirch, à Wittersdorf. Alors ça, c'est le baptême du feu du 15-9, première victoire du régiment, mais qui va poser de grosses pertes, puisque plus de 700 hommes vont être tués, blessés ou portés disparus lors de ces combats. Ensuite, c'est le déplacement sur les Vosges, aux alentours de Rambervillers, col de la Chipotte, où le 15-9 va se battre jusqu'à la fin du mois de septembre. Et ensuite, il va être déplacé en chemin de fer. Déjà, il va faire une 60aine de kilomètres à pied pour rejoindre la gare, puis être déplacé en chemin de fer et au bout de 2 jours, arriver le 30 septembre à Arras. Voilà. Alors les Alpins vont arriver, ils auront encore la boue des Vosges sur les capotes. On va leur promettre du repos pour se remettre en état. Et en réalité, dès le 1er septembre, on les envoie direction Cambrai, puisqu'on signale bien sûr l'avance allemande dans cette direction. Et ce seront les premiers combats du 15-9 à Monchy-le-Preux. Les premiers accrochages avec les Allemands. Monchy-le-Preux, ils vont se retirer sur Fleuchy. Fleuchy, ils vont commencer à creuser quelques tranchées, mais encore se retirer sur Saint-Laurent-Blangy. Et là, Saint-Laurent-Blangy, ordre de tenir coûte que coûte. Donc là, le 15-9 va vraiment faire connaissance avec la vie de tranchée. Avant, c'était des combats, les guerres de mouvement, Alsace et Vosges. Là, ils vont faire connaissance avec la vie de tranchée. Ils vont creuser leurs premières tranchées, leurs premiers abris. C'est vraiment à Saint-Laurent-Blangy. Donc, ils vont combattre pratiquement 1 mois sur Saint-Laurent-Blangy. Donc, tout à l'heure, j'en parlais. Nombreuses pertes pour le régiment, 420 hommes, officiers, sous-officiers et alpins, qui vont être tués, blessés ou vont disparaître. Un peu comme les hommes qu'on vient d'honorer aujourd'hui, qu'on vient de retrouver, qui ont été retrouvés 105 ans plus tard ici sur votre commune. Et vous aviez quelques anecdotes justement sur des betteraves, etc. Oui, j'avais lu ça sur un écrit d'un officier qui racontait sur les premières petites tranchées qu'ils ont fait, mais ils les ont vite abandonnées sur Fleuchy. Ils creusent des tranchées et comme le terrain est très plat, les tiges des betteraves les gênent. Donc la nuit, ils vont sortir des tranchées la nuit pour aller écraser les tiges de betterage pour dégager la vue devant eux, devant leurs tranchées. C'est une petite anecdote, quoi. Voilà, mais bon, ça montre un petit peu la découverte de ce terrain plat que nos Alpins ne connaissent pas. Ils sont habitués à toutes ces pentes boisées
boisée de sapins et tous ces rochers, ces angles rocheux. Et ici, ils vont combattre en plaine pour la première fois, puisque l'Alsace, ils ont pas combattu dans les collines et dans les Vosges sur la montagne. Donc ici, la majorité des Alpins, quand ils descendent du train à Arras, c'est un paysage qu'ils n'ont jamais vu, quoi. Donc ils vont combattre après sur Saint-Laurent-Blangy, tenir coûte que coûte. Et après, bon, ils vont partir d'Arras. Hein. Mais le 15-9 va rester 17 mois, c'est une très grande période, 17 mois en Artois. C'est-à-dire qu'après, ils vont remonter sur le nord d'Arras et combattre, pendant les 16 mois restants, ils vont combattre entre la Targette et Souchet. Voilà, ça va être le secteur de combat du 15-9, jusqu'à leur départ pour Verdun au mois de mars 1916. Voilà. Ils vont assister aussi à la chute du beffroi. J'ai un écrit d'un Alpin qui raconte ça. Il raconte qu'ils sont en train d'observer les tirs allemands pendant plus d'une heure, avec une cadence assez régulière. Il dit toutes les minutes, il y a un obus qui est tiré jusqu'à temps que le beffroi tombe pratiquement au bout d'une heure. Donc c'est écrit par un Alpin du 15-9, quoi. Ils étaient là quand ça s'est passé. C'est des petites anecdotes que j'aime bien raconter parce qu'on les trouve que dans des courriers, quoi. Rarement dans des... Alors je laisse maintenant la parole à Jean-Christophe pour évoquer les circonstances de la découverte des 4 soldats. Alors, Nicolas a déjà dévoilé pas mal de choses. Et, simplement, en faisant des travaux, début septembre 2019, on envisageait, ma compagne et moi-même, de créer une extension à notre maison et un garage sur le côté. Et donc pour ce faire, vous pratiquez un sondage. Et un sondage, c'est simple, c'est un trou dans le sol. Et en creusant, il y a un peu de terre. J'ai pas creusé beaucoup pour trouver finalement. J'ai commencé à trouver la terre, des débris, des gravats, et puis une tige métallique. J'ai su après que c'était une baïonnette française, une Rosalie. Et puis ensuite des balles. Alors curieusement, elles n'avaient pas été percutées. On en trouve partout ici des balles, mais on trouve que le plomb. Et là, elles n'avaient pas été percutées. 1, 2, 3, puis 10, un paquet complet, et puis une cartouchière. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose. Et donc j'ai suivi le brelage de la cartouchière, et là ça n'a pas loupé, je suis tombé sur une vidéo. Voilà, et à ce moment-là j'ai arrêté, parce que je me suis dit qu'il y avait probablement peut-être un corps ou quelque chose, et donc j'ai recouvert, et j'ai appelé ma compagne. Parce que, effectivement, on avait déjà eu pas mal de soucis avec cette maison, donc on se pose quand même la question de signaler. Et puis, ça n'a pas duré longtemps. Donc, on a pris la décision d'aller signaler les découvertes en mairie. Et à la mairie, on nous a adressé à Jean-Luc, qui est venu dans l'après-midi confirmer effectivement qu'il y avait quelque chose d'important. Et puis Jean-Luc a contacté Alain, et l'équipe d'Alain est venue le lundi suivant, c'était un mardi ou un mercredi à la découverte, et puis vous êtes venus le lundi suivant, et les fouilles ont duré 2 jours et demi. Voilà. Je vais expliquer un peu. Donc la sépulture, elle se trouve là juste derrière la porte, à cet endroit. Donc moi ici j'avais déjà décaissé un petit peu parce que le terrain était un peu plus haut que la limite du trottoir, et donc à terme je voulais faire rentrer un camion, donc j'avais décaissé une partie, et puis après en faisant le sondage, donc je suis descendu entre 50 et 80 cm, et c'est là que j'ai commencé à trouver des ossements. Donc ils étaient vraiment très près du niveau, voilà. Donc là je dis rien. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que cet endroit, sur cet endroit, il n'y a pas eu de construction depuis 1918. C'est-à-dire que le terrain est resté en l'état. Sur la gauche, il y a à peu près sur 50 mètres, il y a des maisons. Sur la droite, sur à peu près 200 mètres, il y a des maisons. Et cette partie-là n'a pas été touchée depuis 1918. Donc c'est un coup de chance extraordinaire pour ces 4 soldats.
Donc là, au départ, on était là. On était là pour une sépulture. En gros, on savait que c'était plutôt du français, mais on a vu qu'il y avait aussi du matériel allemand qui traînait en surface. Donc dans les premiers temps, on n'était pas sûr de la nationalité des soldats qui étaient là. Et au fur et à mesure de la descente, on a retrouvé non pas un corps, 2, 3 et 4. Donc c'est pour ça qu'on a dégagé un peu plus amplement les lieux. Et là, on va apparaître le premier crâne, là, juste au niveau de la tuile du collège. Et là, on voit l'extension du sondage. C'est-à-dire qu'on va un peu plus loin que les travaux prévus. Et là, avec l'accord du propriétaire. Et il s'avère à terme que, une fois que l'île a été dégagé, on est dans un trou d'obus qui a été donc rempli avec les quatre corps et les remblais qui étaient autour. On verra que l'anecdote est intéressante parce qu'on a pu identifier ensuite une photo qui localise bien en fait ces soldats et le lieu d'organisation. Il n'y a pas de casque de chasuble. Donc là, je vous laisse voir, hein, on voit les corps, on a un crâne à droite, on a un autre cerveau à gauche. Alors, ce qu'on essaye de faire dans ces cas-là, parce qu'on espère bien sûr toujours retrouver les disques d'identification, donc on ne peut pas aller trop vite pour ne pas mêler les ossements. En fait, on est devant un énorme mikado, hein, et il faut respecter chacune des sépultures et bien individualiser le mobilier qui est trouvé avec chaque soldat, ce qui nous permettra à terme de pouvoir les identifier. Là, ici, j'attire votre attention sur le petit quart ici en aluminium qui lui est allemand. Donc quand on a commencé, il est là. Donc on ne savait pas si on avait affaire pour ce soldat-là, par exemple, s'il était allemand ou français. On a eu beaucoup d'exemples, parce qu'on en a fouillé plusieurs centaines, où les sépultures sont mixtes. Hein. On peut trouver de l'allemand, du français, mêlés dans les c'est ça à la sauvette. Donc dans ce cas-là, il faut vraiment limiter le médicament. Donc là, on voit que le trou s'agrandit, les sépultures commencent à apparaître. Hein. On a ici, il y a notre allongé là, et on a un autre truc. On va arriver au fond du trou de but. Au niveau des pièces, Là, on passe aux choses un peu plus minutieuses, on essaie de voir pour vraiment trouver le matériel, le laisser en place, le photographier. Alors pour ne pas toucher, justement, ça se fait avec un aspirateur. Comme ça, on est sûr de ne pas entailler les os ou faire quelque chose. Bon, on les devine de mieux en mieux. Hein. On a ici une plaque à côté du quart allemand, on a une plaque en française du début de guerre. Là, les chaussures piquées, sont tous alignés dans le même sens. Alors, là, ensuite, une fois que les soldats sont enlevés, ils sont conduits à Marseille, à la Timone, pour subir un examen sur les traumas. Et on a vu quand même beaucoup d'impacts de balles, beaucoup d'impacts d'obus, et qui se retrouvent ensuite sur les photos. Donc ça explique aussi, au plus il y a de soldats, au plus c'est long. Et ça explique les deux jours et demi, parfois le jour de travail. Habituellement, pour un corps seul, on met une demi-journée. Et là, c'était vraiment invoqué, il était nécessaire de faire attention et bien séparer les ossements des uns des autres. Ce qui est toujours surprenant aussi, c'est la qualité des cuirs, des cuirs de chaussures. Bien évidemment, les uniformes ont disparu, et les chaussures, le cuir de chaussures reste. Là, on les devine bien, hein. On voit vraiment comment les corps sont disposés, les uns à côté des autres. Et on devine bien là le trou d'obus, hein, circulaire. Là, il repose vraiment dans un trou d'obus. Après, on vous fera le descriptif tombe par tombe avec le mobilier et chacun des soldats. Donc, les photos sont prises systématiquement quand on doit enlever les objets. On ne peut pas confondre avec différents soldats.
la nouvelle génération d'archéologues. Voilà, donc prélèvement, corps par corps. C'est la question. Ils vont partir à Marseille pour une, c'est pas la... une autopsie. Vous n'avez pas une espèce de... 20h, Maxime. Voilà, les cartouchières ici, en cuir, le petit peigne à moustache, le crayon, un crayon de papier qui est ici, et les balles de Lebel qui sont encore dans leur paquet. Et toi, tu n'as pas les mêmes habits? Non, mais ça peut être ça. C'est une fourchette ou une cuillère qui est ici. Voilà, on le voit bien, on a les deux manches. Pratiquement dans chaque sac de soldats, on avait le couteau, la fourchette et la cuillère. C'est ce qu'on retrouve systématiquement dans les... Ah oui, c'est pas, oui, effectivement, c'est pas spécialement militaire. C'est pas du matériel qui est donné lors de l'enrôlement. C'est des choses qui peuvent être récupérées dans les maisons ou d'autres. C'est plus les fourchettes. On a lu et tout ça donne un goût. Donc les soldats aimaient changer justement de couvert pour avoir quelque chose de plus neutre. Donc là, on voit bien cet aspect Mikado. Hein. Donc il faut toute l'expérience des fouilleurs pour bien distinguer les codes des uns et des autres. Donc là, rapidement, on repositionne la fouille. On voit bien que c'est la seule parcelle qui est restée libre. Hein. Tout a été loti là, ici en Frontaru. Alors, ça, c'est sur le plan allemand. On voit la sépulture qui est ici. C'est ce que Jean-Luc vous a expliqué tout à l'heure avec la stabilisation du front, avec la ligne allemande qui est ici, et la ligne française qui est là. Et voilà, donc ça c'est le premier soldat avec un porte-bonheur en cuivre. Le quart allemand qui était là. On retrouve la baïonnette, des éclats d'obus informes, la pipe, le crayon, une petite bague ici. Et donc c'est le premier soldat. Donc systématiquement on va voir les quatre. Et voilà, le soldat, c'est celui-ci. C'est le soldat numéro 1. Il n'est pas identifié. Effectivement, là, donc dès le départ, on ne pensait pas retrouver les plaques. Vas-y pour la numéro 2, Jean-Luc. Voilà, le soldat 2, là, il est ici. Le 1 est ici, le 2 est là. Là, vous l'avez en détail ici. Et là, on a eu la bonne fortune de retrouver, on voit le MA de Matron François, avec son numéro de matricule. Et là, on a fait connaissance avec la famille qui nous a envoyé donc un cliché de François Matron. C'est toujours pour nous impressionnant justement de retrouver un squelette et de lui donner une identité et surtout une photo. Ça, c'est sa fiche militaire, Matron. Et il est déclaré mort pour la France le 22 octobre 1914 à Saint-Laurent-Blangy. Disparu au combat. Voilà le matériel, donc on parlait tout à l'heure des fourchettes, des cuillères qui sont ici, son brelage, cuir, la pipe. Et ça c'est le reste d'une gourde d'1 litre. Le métal n'a pas résisté et les chaussures. Un petit détail, parce qu'en fait il a deux cuillères et celle-ci est aplatie. Alors ça on le retrouve assez régulièrement. Les soldats aplatissent le cuilleron, la partie un peu ronde, pour en faire un grain de boue. Ils peuvent comme ça enlever, tout à l'heure le maître expliquait justement qu'ils avaient de la boue sur la capote ou sur les motières. Donc avec une cuillère, on l'aplatit et ça devient un grattoir en fait. Alors le soldat numéro 3, lui on a peut-être la chance de pouvoir l'identifier parce qu'on a retrouvé un grade. C'est un grade de sergent, il est ici, donc toujours les sépultures, le voici ici. Un briquet, et au niveau de son bras, il y avait ce grade qui est là. Et ces boutons, les boutons tout à fait classiques à la grenade de l'infanterie. Et les pièces de jeu. On a pu l'identifier parce qu'il n'y avait que 5 ou 4 sergents. Oui, en fait, comme c'est un sergent, on a pu vérifier que dans cette journée d'octobre, il n'y a que 4 sergents qui sont décédés ce jour-là. Donc, avec l'étude anthropologique, on a comparé l'âge et les mensurations de chaque sergent, c'est connu par leur fiche, et la seule qui correspondait, c'est Antoine Bonnet. C'est Antoine Bonnet.
Donc c'est lui qui correspond au niveau de la stature, de l'âge et des traumatismes, le mieux sur les 4 sergents repérés. Donc actuellement, il y a des études ADN qui sont lancées. Hein, donc on espère avoir les résultats prochainement. Et peut-être qu'on va matcher entre les descendants de la famille Bonnet et cette sépulture ici, qui a été identifiée, si ça marche, évidemment, uniquement par Agalon. Ce qui montre bien tout l'intérêt de fouiller avec du temps, de fouiller minutieusement, hein, pour attribuer à chacun le matériel. Alors voilà Bonnet, avec sa fiche militaire, et la famille qui nous a envoyé la photo. Donc là, on attend avant d'être sûr à 100% d'avoir le retour ADN. Le 4e de Barneau, là, toujours avec sa... Là, on en est sûr. On a la pièce d'identité, le disque d'identité. C'est le dernier, c'est celui qui était dans le fond. En fait, c'est le premier qui a été mis dans la fosse. Et j'attire votre attention sur la barre de fer qui est là. Vous la suivez tout le long. Elle aura un intérêt dans les photos suivantes. Elle est ici sur la... Donc elle est bien imbriquée avec les soldats. Hein. Elle est bien dedans. Elle ne vient pas au-dessus et tout ça. Elle est vraiment avec les corps. Voilà, de Barneau, hein, s'affiche, bien tué à Saint-Laurent, tué à l'ennemi. Et toujours dans les mêmes dates. Voilà le matériel qui a été retrouvé. Donc on retrouve la montre, le canif, la gourde, la baïonnette. Hein. Le petit peigne à moustache qui est ici, c'est la plaque de couche du fusil Lebel, mais le reste du Lebel n'a pas été retrouvé. Le porte-monnaie avec quelques médailles. Alors voilà, ça c'est une photo qu'on en avait fait l'acquisition il y a quelques années avec Jean-Luc. Donc c'était noté Saint-Laurent-Blangy, c'était assez bien daté, il y avait la date. Et comme on est minutieux, on a regardé le numéro de colle qui est ici. Et on s'est aperçu que c'était bien le 159e. Et on a son béret qui se trouve ici. Donc pour nous, on était déjà contents. On avait localisé, daté et donné le nom du régiment. Et vous vous souvenez que dans la tombe, voilà, on avait une barre en fer. Et cette barre en fer, ici, elle était munie de petits fragments de verre qui collaient encore avec du mastic. Donc on pense que ça peut être ça, qui est ici, une de ces barres de fer. Et l'autre détail, c'est le parapluie que vous avez sur le côté ici. Vous avez un parapluie qui est là, et qu'on a retrouvé dans la fouille, juste derrière les fouilleurs. Et c'est vrai qu'au début, on ne s'en était pas trop occupé, c'est un parapluie civil qui était dans le remplissage, donc on n'avait pas... Et quand on a revu la photo et qu'on s'est dit quand même, on est bien dans le 159e, on est bien dans la bonne date, hein, et on a 2 éléments extérieurs assez marquants, comme cette barre de fenêtre, et ce parapluie. Donc il y a de grandes chances que les 3 ou 4 corps qui sont ici sont les corps qu'on retrouve dans la fosse qui est juste à côté. Donc là c'est intéressant de pouvoir faire la liaison entre un élément... Il y a un autre élément, c'est qu'on voit très bien que sur la photo du haut, on voit que c'est une explosion, oui, c'est un obus qui a explosé, qui a tué ces gens. Voilà. On voit d'ailleurs que dans l'atelier, tout a été repoussé vers l'arrière. Oui, par l'effet de blast. On voit bien ici le noir, le goudron noir, hein, qui a été chassé par l'explosion. Et on ne va pas rentrer dans le détail, mais un peu macabre, mais les jambes ici sont broyées, sont retournées, le crâne ici est ouvert, on n'a pas fait de vue proche, hein, bien évidemment, tout ça. Et c'est des traumatismes qu'on retrouve sur les soldats. Hein. Donc ils sont bien mûrs, bien morts à partir d'éclats d'obus. Il y a celui ici, il avait un pied presque arraché. Oui. Hein, oui. Le pied est presque détaché de la jambe. Et surtout, on a retrouvé, je ne sais pas si vous vous souvenez, tout au début, on voyait un crâne qui était sur la droite, un peu isolé. Et en fait, c'est le crâne du 4e soldat qui est ici à gauche. Et lui, il ne restait plus que la mâchoire, enfin le squelette de la mâchoire, mais la tête n'était plus en place. Donc on pense que ce crâne était celui-là. Donc pour arracher un crâne, il faut quand même, c'est pas une balle qui va l'arracher. Il faut une force, c'est une explosion. Donc voilà. D'autres fouilles archéologiques sur Saint-Laurent ont permis de retrouver un certain nombre de combattants allemands et français. Donc là, au nord de la cité d'Hervin, donc ce sont 6 soldats allemands,
Donc ce sont des litières, on voit le casque à pointe caractéristique. Donc probablement, alors là il n'y avait pas d'identification, pas de plaque. Ce sont probablement des soldats du 1er régiment d'infanterie de réserve bavarois qui faisaient face au 159e. On peut voir qu'ils ont été enterrés relativement rapidement, sans trop de soucis de positionnement. Ils sont même parfois les uns sur les autres. On voit par exemple ici, celui-ci, il est complètement replié, les genoux, il est sur le côté. Donc on voit que ce sont des soldats qui ont été enterrés, je dirais pas à la va-vite, mais dans la précipitation probablement des combats. Les obus pleuvent, il y a les tirs de mitrailleuses, donc on va les mettre, on les allonge, probablement dans une tranchée française. On voit bien une tranchée peu profonde qui était évoquée tout à l'heure par M. Lemaître. Elle fait à peine 50 cm, de quoi loger un corps très, très peu large, avec simplement peut-être un petit relief de terre ici. Et voilà, c'était vraiment les premières tranchées. Donc même pour nous, au niveau archéologique, de voir comment on confectionne les premières tranchées, à quelle période et comment, ça c'est intéressant. Et là, on est maintenant dans les lignes allemandes. Ces tranchées ont été abandonnées par les Français et s'est reconverti en sépulture. Et on en a trouvé 6, me semble-t-il. Donc ensuite, rue Paulan. Alors rue Paulan, on est ici, à peu près au niveau des services techniques. Donc là, c'est un Français. Alors les trois photos, c'est le même soldat. Alors le soldat, vous voyez, il est un peu en vrac. Alors pour la simple et bonne raison que c'est une pelle mécanique qui l'a mis au jour. On a quand même des éléments qui permettent de savoir que c'est un Français. Il y a des chaussures, il y a... là, je vois pas bien, mais ouais, ici c'est pareil, on a des cartouchières, il y a des boutons. Donc on a pu l'identifier comme un soldat français. L'endroit où il se trouve, c'est pratiquement sûr que c'est un soldat du 159e, parce que les Français, les Allemands attaquent le 21 octobre, et le 24, ils sont partis ils sont de l'autre côté, du côté de la rue Estelle-Cauchy. Donc la date ne peut être qu'entre le 21 et le 24. Donc à cet endroit-là, ouais, la date de présence des... Ensuite, les Français ne reviendront pas. Jusqu'en mars 16, les Français sont ici, mais en 16, ils partent sur Verdun, et ensuite ce sont les Britanniques qui reprennent le relais. Donc obligatoirement, c'est quelqu'un qui a été tué pendant cette période. Alors ensuite, les chemins croisés, donc c'est ici. Donc là, je vais laisser le micro à Alain pour en parler un petit peu. Les chemins croisés, c'est une fouille il y a près une vingtaine d'années. On n'avait pas trop compris sur quel type de structure on se trouvait. Mais c'est une fosse rectangulaire, bien taillée, propre. Elle est dans les lignes allemandes. Et là aussi, l'étude anthropo montre qu'on a affaire au reste et par d'au moins 6 personnes, d'au moins 6 soldats français, quelques boutons, surtout un fusil Lebel ici avec sa baïonnette encore en place. Et compte tenu en fait du contexte que vient de décrire Jean-Luc, ces 6 soldats doivent correspondre à un nettoyage en fait du champ de bataille, alors que tout est un peu plus calme. Il est vrai qu'on ne pouvait pas laisser les corps en surface pour des raisons d'hygiène, d'odeur, les rats, les corbeaux ou autres. Donc là, c'est visiblement les Allemands qui ont fait une fosse et qui ont récupéré dans le secteur qui venait d'occuper l'ensemble des corps, mais déjà, c'est ce qu'on appelle chez nous des os secs. Ça veut dire qu'il y a au moins entre 6 et 1 an entre le décès et la mise en tombe. Alors récemment, ce sont les restes de 15 soldats qui ont été découverts sur le secteur de la future prison. Donc c'est ce secteur-ci. Donc il s'agit de 9 combattants du Commonwealth, de 2 Allemands et de 4 Français, dont 2 identifiés. Alors je vais m'arrêter un peu plus sur ces 2 soldats identifiés. Donc il s'agit de Charles Rabillou, un sculpteur sur bois, né le 15 mai 1880 à Lyon, tué le 23 octobre 1914 à l'âge de 34 ans. Donc là, les plaques ont été retrouvées. Alors c'est pas nous qui avons fouillé, c'est l'ONAC et le Commonwealth.
Donc là, on voit la fiche de Rabillou. Alors l'endroit où ils ont été retrouvés, alors, ce plan-là est intéressant, c'est un plan qui a été fait, un croquis qui a été fait pendant la guerre, où on voit les positions des Français du 159e à la date du 22 octobre. Donc on est à peu près dans ces dates-là. Et on voit, ce sont des tranchées en pointillés. Ce ne sont pas encore des tranchées qui sont reliées entre elles, continues sur des kilomètres. Là, on a des tranchées provisoires, faites rapidement, je pense. Hein. Tout à l'heure, Patrick Lemaître parlait de tranchées dans les betteraves où on creuse rapidement et on dégage parce qu'il faut un chantier. Je pense qu'on est exactement dans cette situation-là. Alors ensuite, c'est Augustave Roux. Alors, son prénom complet, c'est Augustave Alphonse Roux, mais lui se faisait appeler Alphonse, mais officiellement, c'est Augustave. Alors là, on a le document de droite, c'est sa fiche, et à gauche, donc, c'est une sorte d'acte de décès qui a été réalisé par un officier du 159e régiment d'infanterie. Il a rédigé ce document qui fait office d'acte de décès. Alors, il indique qu'il n'a pu se rendre auprès de la personne décédée à cause de la violence des combats. Alors, c'est intéressant parce que je vais peut-être vous donner avant son identité. Donc, Gustave Roux, il est né le 31 mai 1879 à Notre-Dame-de-Lausier en Isère. Il a été tué également le 23 octobre 1914. Donc, le corps de Gustave, ouais, il a la particularité d'être à deux endroits à la fois. Alors, donc je vous ai dit, hein, l'officier il dit qu'il est mort sur le champ de bataille, mais il n'a pas pu s'y rendre parce qu'il y a la violence des combats. Par contre, il y a un historien, Jean-Yves Baxter, donc, qui est de Romans. Il indique que le dernier lieu d'inhumation connu de Gustave Roux est le cimetière municipal de Romans. Donc il l'indique dans une fiche, vous voyez, qui est ici, donc ça qui est consultable sur Internet. Il l'indique ici en bas, il a été inhumé au cimetière municipal de Romans, dans la Drôme, dans le caveau familial, dernier lieu d'inhumation connu. Sur le monument de famille, on retrouve famille Roux, donc il est là, hein, Alphonse Roux, mort au champ d'honneur en 1914. Alors on se pose la question de savoir si dans la sépulture familiale il y a bien quelqu'un, et si oui, est-ce que c'est le bon bonhomme? Et on peut se poser aussi la question de savoir si sur le champ de bataille, sur le corps qui a été retrouvé avec cette plaque, est-ce que le corps correspond bien à la plaque? C'est possible aussi qu'il y ait eu un changement de plaque pour X raisons. Donc voilà pour les soldats tués, enfin pour les autres fouilles réalisées sur Saint-Laurent. Alors j'en profite pour remercier Stéphane Nadji, mais bon, je crois qu'ils ne sont pas là, du Commun Noël, et Marine Messy de l'Office national des combattants pour ces renseignements qu'ils nous ont donnés sur ces deux derniers soldats. On va vous passer un petit film, donc c'est l'hommage de la ville de Saint-Laurent aux 4 soldats. C'est 108 ans jour pour jour après leur mort qu'une plaque a été dévoilée rue Chrétien-Antoine en l'honneur des 4 soldats retrouvés lors de travaux en 2019. La cérémonie s'est prolongée au monument aux morts avec un dépôt de gerbes. Donc j'invite à présent les gardes d'honneur de présenter les gerbes du souvenir à Monsieur le maire, accompagné de Monsieur Duporge et Monsieur Debette qui représente les affaires patriotiques ce matin.
nos anciens combattants, ainsi que Jean-Christophe Georges, accompagné de Jean-Luc Letot Duclos et d'Alain Jacques, pour le dépôt de la gerbe du souvenir du 159e régiment d'infanterie. Monsieur le maire, à vous. Une réception autour du verre de l'amitié a clôturé cette matinée. D'être réunis tous ensemble pour cette commémoration que nous avons voulu à la fois conviviale mais aussi sérieuse, parce que ça marque un moment important de l'histoire de la commune. Monsieur Nicolas Desfachel, maire de Saint-Laurent-Blangy, a remis des ouvrages racontant l'histoire de notre ville aux descendants d'Antoine Bonnet, ainsi qu'aux membres de l'association Souvenir, Sauvegarde et Histoire Militaire, qui perpétue le souvenir du 159e régiment d'infanterie alpine. Alors un dernier témoignage, donc filmé, celui d'un parent du sergent Antoine Bonnet, l'un des 4 alpins tués à Saint-Laurent-Blangy. Qui était le sergent Bonnet par rapport à vous? Alors c'était notre grand-oncle, c'était le frère aîné de notre grand-père maternel et paternel pour mes cousins-cousines. Et pouvez-vous raconter un peu son histoire? Oh, c'est difficile parce que finalement, évidemment, on ne l'a pas connu et notre grand-père ne parlait de lui qu'à travers les commémorations de la guerre de 14-18, mais ils avaient 9 ans de différence. Antoine était né en 1891, notre grand-père en 1900, et donc ils n'ont pas grandi ensemble. Et comme il a disparu dès 1914, l'histoire de leur relation s'est terminée à ce moment-là. Mais on a toujours entendu parler de lui, et puis il y a cette fameuse photo de lui en soldat qu'on a pu voir ce matin. Il avait coché les mauvaises dates, il était né donc en 1891, le service militaire se faisait à 20 ans, 1911, il durait 3 ans, et voilà, et on est arrivé au début de la guerre de 14, et à l'âge de 23 ans et 1 mois, il a disparu ici à Saint-Laurent-Blangy dans les combats de la bataille d'Arras. Et quelle histoire il a quelle trace il a laissé dans votre famille? Comment on parlait de lui? Pas de traces autres que ce que nous en disait notre grand-père, mais lui-même n'en disait pas grand-chose. Leur différence d'âge faisait sans doute qu'ils n'avaient pas grandi ensemble. C'était son frère, il en avait une mémoire vive, mais il ne nous a jamais raconté d'anecdotes. Alors notre grand-père, tous les 14 juillet, notre grand-père avait de l'humour, et tous les 14 juillet, parce qu'il n'était pas dupe, disait « Oh ben mon frère, il est sous l'Arc de Triomphe ». Voilà, c'est une façon de se souvenir de lui. Et comment avez-vous appris la découverte de son corps? Alors lorsque les restes d'Antoine et des autres soldats ont été trouvés, c'est l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui a contacté un historien local dans la région lyonnaise, monsieur Frédéric Couffin, et ce monsieur s'est chargé d'essayer de retrouver des traces des descendants. Et qu'est-ce que ça a fait dans votre famille, cette découverte? Ça nous a fait plaisir. Ça nous a émus et ça nous a fait plaisir parce que, pas tant par rapport à Antoine lui-même, parce que pour nous c'est quelque chose d'extrêmement lointain, mais par rapport à notre grand-père. Notre grand-père est décédé en 1975, nous l'avons tous connu, bien connu, et on s'est tous dit qu'il aurait été heureux de savoir que les restes de son frère avaient été trouvés. D'ailleurs, une de mes cousines qui est ici, hier est allée au cimetière où mon grand-père repose avec ma grand-mère, et elle a raconté à mon grand-père devant la tombe ce qui s'était passé et ce qui se passerait aujourd'hui. Alors, il y a quelques années encore, beaucoup se posaient la question sur l'intérêt d'exploiter les structures enterrées ou les tombes de la Première Guerre mondiale, car la documentation photographique, les films, les plans et les écrits semblaient devoir suffire à la compréhension des événements. En clair, tout avait été dit.
Or, depuis quelques décennies, l'archéologie de la Grande Guerre est venue apporter une lumière nouvelle sur cette période. Je laisse donc la parole à Alain qui va nous apporter quelques précisions sur ce sujet. Quelques précisions. C'est intéressant parce que c'est aussi à Saint-Laurent qu'on a eu les premières réflexions sur les vestiges de la Grande Guerre, notamment avec les fouilles d'Acti Park entre Saint-Laurent, Atty et Bailleul, avec la découverte d'une quarantaine de corps allemands, anglais, et notamment d'une tombe collective où il y avait 20 soldats du Great Chums. Donc à partir de là, on s'est dit que c'était quand même important de pouvoir relever, de travailler, d'identifier. Et on voit bien là, avec tous les témoignages, et on cumule à peu près 20 ans de connaissances, et on s'aperçoit que, pour le régiment du 159e, par exemple, on arrive à suivre pas à pas les combats qui ont eu lieu dans le village. On voit bien le sacrifice qui a été fait par les soldats pour arrêter les Allemands, et ils ont arrêté, ça va durer 3 ans au même endroit, il faudra attendre les Anglais en 1917 pour reprendre le terrain et reprendre Saint-Laurent-Blangy. Donc c'est Saint-Laurent et autour d'Arras, c'est des lieux clés pour comprendre la guerre. On a récemment fouillé aussi, je ne sais pas si vous connaissez cette zone industrielle, c'est la zone des meuniers, entre Tellu c'est Neuville. Et là, c'est pareil, on a retrouvé une trentaine de corps. Alors maintenant, on nous laisse le temps pour pouvoir le faire. Ça, c'est un progrès aussi, dans la mesure où ils ont vu que c'était intéressant et important pour les familles de retrouver les corps de leurs défunts. Mais avant, on devait faire ça très rapidement. Maintenant, on est prévenu quand on est sur des découvertes, ce qui explique justement au niveau du centre de rétention de Saint-Laurent, où là, on est tenu au courant. Et maintenant, il y a des équipes. Chose qu'il n'y avait pas encore il y a 1 an. Le Commonwealth a embauché un anthropologue et l'ONAC, pour la partie française, a embauché également une autre anthropologue. Donc maintenant, c'est pris en compte. Et c'est dû à cet intérêt des archéologues pour ce vestige de la Grande Guerre, et en particulier à Saint-Laurent, dans les années début 2000. Donc c'est ici que ça se passe. Voilà. Très bien. Merci Alain. On arrive à la fin de la conférence. S'il y a des questions, n'hésitez pas. On est là pour répondre, dans la mesure du possible. Moi, j'en ai. Pourquoi vous allez si loin sur Marseille pour les corps trouver. Il n'y a pas ce qu'il faut chez nous. C'est le seul laboratoire anthropologique qui a cette habitude-là au niveau des impacts. Ce sont des gens qui ont travaillé, en particulier le directeur du CNRS, qui est là-bas, qui s'appelle M. Signoli, et qui forme tous les anthropologues. Il a travaillé à Vilnius sur la découverte des soldats de la retraite de Russie. Il a fouillé plusieurs milliers de soldats. Donc il a une grande expérience des impacts, des balles, des coups de sabre, de lance. Parce qu'on peut être anthropologue, il y en a de très nombreux et de très bons, mais lui, il est formé pour reconnaître des faits de guerre sur les corps. Et de plus, il fait ça gracieusement. Parce qu'il a un ancêtre qui a disparu. Donc quoi, il y a toujours un rapport. En fait, il nous a contactés. Il nous a dit, je suis prêt à venir, à fouiller et à faire l'étude gracieusement dès que vous trouvez un corps dans le Nord. Donc il vient, on le connaît bien, on travaille très souvent avec lui, et parce qu'il a justement eu un ancêtre qui a disparu comme ça. Donc c'est une sorte d'hommage. Okay. Il y avait une autre question. Oui, donc c'est des soldats allemands qui ont enterré ces 4 soldats français. On pense que oui, parce que, comme le précisait Jean-Luc tout à l'heure, cette partie de Saint-Laurent est prise assez rapidement, et il n'y aura pas de contre-offensive ou de retour des troupes françaises dans ce secteur-là. Idem pour les chemins croisés, là où on a retrouvé les corps un peu pêle-mêle. Donc c'est des endroits qui sont allemands et qui restent allemands du 23 octobre 14. Du 21 au 24. Oui, et jusqu'en 1917. Après, et en plus, les Français ne sont pas là, ce sont les Britanniques. Donc on voit bien, je pense que là aussi, ils ont nettoyé. Ils ont pris le village, il y avait un trou d'obus, donc bien sûr, ils ne vont pas s'embêter à faire une tombe. Il y a un trou d'obus à côté, on ramasse les corps, on enlève un peu le matériel, parce qu'on a vu que certains corps n'avaient plus rien sur eux, c'est-à-dire qu'on enlève les papiers, ce qui permet de savoir que le régiment, il y a toujours des services de renseignement qui sont intéressés par ce type d'information. Et là, ils ont laissé au moins deux plaques, et quelques indices
pour pouvoir identifier les soldats. Et je crois que pendant ces jours-là, c'est 400 personnes qui disparaissent. 400. Donc il en manque. Donc ça veut dire que dans vos jardins, entre chez Jean-Christophe et le nouveau centre de rétention, dans tout ce secteur-là, il y en a 300 qui attendent. Donc n'hésitez pas, si un jour vous faites un trou dans votre jardin, à nous prévenir, on est très rapide et on n'embête personne. Quand on voit justement le bonheur qu'on peut accorder aux gens, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Quand, enfin la boucle est bouclée. On savait que le grand-père était mort en 14, là-haut. Mais là maintenant on sait où, comment il va avoir une tombe. Il va rester, c'est probablement à Lorette, avec ses compagnons. Ça aussi c'est le souvenir de la famille. Ils ont le choix. Soit retour familial, ou soit le laisser avec ses compagnons et en terre militaire dans la plus grande nécropole de France. Bien souvent, ils prennent ce choix-là. Mais à chaque fois, il y a une très grande émotion. Toujours dans la zone industrielle des Meuniers, c'était une famille d'Azincourt. On avait retrouvé le grand-père. Ils sont tous venus, il y a plus rien à voir. On était à l'emplacement d'un croisement avec du terre macadam. Et ils m'ont demandé de montrer exactement l'endroit où on l'avait trouvé. Et toute la famille était venue de la France entière. On était bien une trentaine, simplement pour voir un bout de macadam en plein milieu de rien, entre Télu et Neuville. Mais ils voulaient être là, ils voulaient marquer le coup. Donc c'est quand même très fort. Il y a une vraie tension. Si on ne connaît pas, nous, archéologues, pour des périodes plus anciennes. Sur Roquelincourt également, on a retrouvé le soldat Pierre Grenier, qui était de la région de Privas, sur le tracé du gaz pour une maison. Et là, la famille, pour le coup, a demandé à ce que le Pierre Grenier rentre dans le caveau familial, donc il n'est pas à Lorette. Donc on a, bien souvent, ils restent à Lorette, quand ils ne sont pas identifiés, c'est dans l'ossuaire, identifiés, ils ont une allée à eux, là, qui grandit d'année en année. Mais on a le cas aussi où ils préfèrent le faire revenir dans le caveau familial. Bonsoir. Que vont devenir leurs objets personnels? Ils ont été retrouvés? Comment? Tous les objets personnels qui ont été retrouvés, des soldats? Tous les objets, quand ils sont liés à une sépulture, qu'elle soit identifiée ou pas, repartent soit au Commonwealth, donc à Morin, soit à Lenac, sur Metz. Les objets, c'est pas qu'on les photos ne sont pas toujours bonnes, parce qu'on doit impérativement prendre les photos tout de suite. Et c'est immédiatement rendu au service compétent. Il y a deux options, si on trouve une famille ou pas, les objets sont donnés. Alors, je pensais à Grenier notamment, le soldat Grenier, 59e mairie de la région de Lyon. Lui, il avait une bague en or et des Napoléons dans son portefeuille. Donc ça, bien évidemment, ça a été remis avec la plaque, ça a été remis à la famille. Donc ça, c'est remis. Tout ce qui est lié directement au corps, c'est remis à la famille. Alors, bien sûr, quand on va fouiller une tranchée anonyme, si on retrouve du matériel, ça peut rester dans les réserves archéologiques. Mais tout ce qui est lié au corps, avec une possibilité d'identification, ça part dans les institutions type ONAC ou Commonwealth. Merci. Merci. Pour le soldat qui est non identifié, il est enterré à Lorette dans l'ossuaire. Les quatre, parce que là on a peut-être. Là on aura peut-être la chance, on a le cas, c'est toujours le cas de Télu. Tous n'ont pas été identifiés, mais comme ils sont du même jour, de la même attaque, tout ça, on sait qu'ils sont au moins de ce régiment-là. Donc dans ce cas-là, on les met à plusieurs quand ils sont anonymes, mais c'est ici J, un soldat inconnu du 59e mairie. Donc là, je pense que dans le cas présent, il y aura la famille, jusqu'à présent, ne veut pas récupérer les corps, me semble-t-il. Donc ils vont reposer à Lorette, et leur quatrième collègue sera, je pense, à côté d'eux. Donc bientôt inconnu, mais décédé à Saint-Laurent, tel jour et tel régiment. Je voulais vous poser une question. Je suis garde de Lorette, et quand il y a eu la construction de l'anneau, disons que j'étais là un dimanche et ils étaient en retard dans les travaux et ils ont découvert un corps juste
À l'entrée? À 15 mètres de l'entrée, ouais. Ça fait un C'était le soldat allemand? C'était un soldat allemand? On en a trouvé deux. Il y en a un qui était assis juste devant l'entrée de l'ancienne chapelle de Lorette. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que l'entrée actuelle du cimetière correspond exactement aux dimensions du parvis de la chapelle. C'est vrai que quand on a construit le cimetière, on était tout à fait au courant de la présence de la chapelle. On avait dû la dégager. Et on en a retrouvé donc les fondations qui n'ont pas, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, été préservées à l'époque ou même marquées au sol. Mais bon, ça c'est pas possible. Donc on avait retrouvé un soldat allemand non identifié. Il était assis dans le fond de son trou individuel. Il avait son sac à dos dans le dos pour se reposer. Et il était mort là, recouvert avec uniquement les briques de la chapelle. Ah d'accord. Ça avait explosé sur lui. Et on a trouvé également 3 autres soldats français qui ont été, pour 2 je crois, identifiés, qui sont enterrés sur place. Mais on en a trouvé une bonne dizaine. Ah, c'est ce que j'allais vous demander, combien, parce que ça a dû... Une bonne dizaine. Alors, tous ne sont pas identifiés, mais c'était 2 ou 3 Allemands et le reste des Français. C'était la bataille l'attaque de mai 15. Ouais. Ben, disons que là, j'avais vu, enfin, sur des documents, que la Légion étrangère avait attaqué Lorette, avait pris la colline, mais faute de... Enfin, disons qu'il y a eu beaucoup de pertes, donc les Allemands ont lancé une contre-attaque. Ils ont repris Lorette. Une question? Bien, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Écoutez, merci à tous et puis bonne soirée.